Le parfum du gigot d'agneau, les éclats de rire de mes nièces, le tintement des verres de vin, la réunion de famille annuelle chez mes parents, dans leur maison de campagne en Provence, était censé être un havre de paix, un moment de retrouvailles chaleureuses. Mais pour moi, Anaïs, chaque année, c'était une épreuve. Une mascarade où chacun jouait son rôle à la perfection, où les sourires cachèrent des non-dits et les conversations polies masquèrent des tensions sous-jacentes. Assise à la longue table dressée sous la tonnelle, je me sentais comme une funambule, marchant sur un fil tendu au-dessus d'un abîme de secrets. Mon cœur battait la chamade, un rythme irrégulier qui n'avait rien à voir avec la joie des retrouvailles, mais tout avec l'angoisse qui me serrait la gorge. Mon regard s'est posé sur lui. Lucas, mon frère, l'aîné, le brillant, celui qui avait toujours été le préféré, l'exemple à suivre. Il était là, au centre de l'attention, racontant avec force détail ses dernières réussites professionnelles, ses investissements judicieux, sa vie parfaite. Ses cheveux châtains, impeccablement coiffés, son sourire éclatant, ses yeux pétillants de confiance. Il était l'incarnation de la réussite, de l'assurance. Et moi, à ses côtés, je me sentais transparente, insignifiante, une ombre dans sa lumière. La comparaison était une compagne constante depuis notre enfance, un fardeau invisible qui pesait sur chacune de mes actions. Lucas est tellement doué. Lucas, lui, sait où il va. Des phrases anodines, prononcées avec bienveillance, mais qui, au fil des ans, avaient leur creusé un sillon profond dans mon estime de moi, me laissant avec le sentiment persistant d'être insuffisante, de ne jamais être à la hauteur. La conversation a dévié, comme souvent, vers mon parcours. Mes choix de vie, mes projets artistiques qui peinaient à décoller, ma vie sentimentale inexistante. Des questions bienveillantes, mais qui, sous leur vernis de sollicitude, cachaient une pointe de jugement, une attente non satisfaite. J'ai tenté de répondre avec légèreté, de minimiser mes difficultés, de forcer un sourire, mais je sentais mes forces m'abandonner, mon énergie s'épuiser à chaque mot prononcé. J'avais juste envie de m'enfuir, de me cacher, de laisser le monde et ses attentes derrière moi. Et puis, la tension est montée d'un cran. Une discussion anodine sur un héritage familial lointain, une vieille maison de tante éloignée, a soudainement pris une tournure inattendue. Lucas, qui avait bu un verre de trop, est devenu plus véhément, plus agressif. Il a commencé à parler de vérité, de transparence, de ceux qui cachent des choses. Mon cœur s'est serré. Je savais que j'étais sa cible. Il m'a regardée, ses yeux brillants d'une malice que je connaissais trop bien. Une malice qui annonçait toujours « le pire ». Tu sais, Anaïs, il y a des choses que les gens ne savent pas sur toi. Des choses que tu as bien cachées. Mon sang s'est glacé. Il parlait de mon secret. Le secret que je portais depuis des années, celui qui me rongeait de l'intérieur, celui qui expliquait mes choix de vie, mes échecs apparents, ma solitude. Le secret que je m'étais juré de ne jamais révéler, pour protéger ma famille, pour ne pas les décevoir, pour ne pas briser l'image de la fille parfaite qu'ils avaient de moi. J'ai senti les regards de mes parents, de mes tantes, de mes cousins se poser sur moi, curieux, inquiets. L'air est devenu lourd, irrespirable. La honte m'a envahi, une sensation poisseuse qui me collait à la peau, me privant de ma dignité. J'ai voulu protester, nier, me défendre, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Lucas a souri, un sourire cruel, savourant son effet. Je vais le dire à tout le monde. Le monde s'est arrêté. Le cliquetis des fourchettes s'est tu. Les rires se sont éteints. Seul le battement frénétique de mon propre cœur résonnait. Dans mes oreilles, un tambour de guerre annonçant la défaite. Le sang a afflué à mes joues, une chaleur brûlante qui contrastait avec la glace qui venait de se former dans ma poitrine. J'ai levé les yeux vers lui, cherchant une trace de malice, de regret, de compréhension, mais il n'y avait rien, juste un regard triomphant, comme s'il venait de prononcer une vérité universelle, une évidence que tout le monde connaîtrait bientôt. Ces mots étaient simples, mais leur impact fut dévastateur. Ils ont percé ma carapace, touché la plaie, à vif, rouvert une blessure que je m'efforçais de cacher, de soigner en secret. Ils ont confirmé toutes mes peurs, toutes mes insécurités, toutes ces voix intérieures qui me murmuraient chaque jour que je n'étais pas assez, que je ne serais jamais assez. J'ai senti les larmes monter, brûlantes, piquant mes yeux, mais je les ai ravalées avec force, avec une détermination farouche. Pas ici, pas devant eux, pas devant lui. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction, cette preuve de ma faiblesse, de ma vulnérabilité. Mon père a toussé, un son gêné, tentant de briser le silence pesant.
Ma mère a posé une main sur mon bras, un geste de réconfort silencieux, mais je l'ai à peine senti. Mon corps était engourdi, mon esprit ailleurs, prisonnier de cette phrase, de cette humiliation publique. Je voulais crier, hurler ma frustration, ma douleur, mon incompréhension. Je voulais lui dire « Mais tu ne le sais pas. Tu ne sais pas ce que je traverse, ce que je porte, ce que je sacrifie chaque jour. » Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge, un nœud serré qui m'empêchait de respirer, de m'exprimer, de me défendre. Car il ne le savait pas. Il ne savait pas que derrière mon sourire forcé, ma fatigue apparente, mes échecs professionnels, se cachait un secret lourd, un fardeau invisible qui pesait sur chacune de mes actions, chacune de mes pensées. Un secret que je portais seul, en silence, pour les protéger, pour ne pas les inquiéter, pour ne pas être un poids supplémentaire. Un secret qui expliquait tout et qui rendait cette comparaison, cette phrase, d'une cruauté insoutenable. J'ai baissé les yeux sur mon assiette, le gigot d'agneau semblant soudainement repoussant. Mon cœur battait toujours la chamade, mais c'était un battement sourd, lourd, comme un glas funèbre. La soirée s'est poursuivie dans une atmosphère tendue, les conversations reprenant timidement, mais la magie était brisée, l'innocence perdue. Je me sentais plus seule que jamais, isolée dans ma douleur, dans mon secret, dans cette incompréhension qui me rongeait de l'intérieur. La phrase de Lucas résonnait en boucle dans ma tête, martelant ma conscience, me rappelant ma place, ma prétendue infériorité. Mais au fond de moi, une étincelle de rage s'est allumée, une détermination nouvelle. Il ne savait pas. Mais peut-être qu'il était temps qu'il sache. Peut-être qu'il était temps que la vérité éclate, même si cela signifiait tout faire, exploser. La nuit qui a suivi fut longue et agitée, peuplée de cauchemars où les mots de Lucas résonnaient en écho, me poursuivant sans relâche. Je me suis levée à l'aube, le corps lourd, l'esprit embrumé, comme si je n'avais pas dormi du tout. Chaque muscle me faisait souffrir, chaque articulation craquait, une douleur sourde et persistante qui était devenue ma compagne fidèle depuis des années. C'était ça, mon secret. La raison pour laquelle je me sentais constamment épuisée, la raison pour laquelle mon cerveau refusait parfois de fonctionner correctement, la raison pour laquelle j'avais l'impression de nager à contre-courant dans un monde qui exigeait une énergie que je n'avais tout simplement pas. Il y a 7 ans, ma vie avait basculé. J'avais 20 ans, pleine d'ambition, de rêves, d'une énergie débordante. J'avais intégré une prestigieuse école d'art à Paris, prête à conquérir le monde avec mes pinceaux et mes toiles. Mais la pression était immense. Les attentes de mes professeurs, de ma famille, et surtout les miennes, étaient écrasantes. J'ai commencé à souffrir d'une anxiété sévère, de crises de panique qui me paralysaient, m'empêchant de créer, de dormir, de vivre. J'ai essayé de tenir le coup, de cacher ma souffrance, mais l'épuisement mental et physique a eu raison de moi. Au milieu de ma 3e année, j'ai craqué. J'ai abandonné mes études, en secret. J'ai dit à ma famille que j'avais obtenu mon diplôme, que j'avais trouvé un emploi dans une galerie d'art, que ma carrière était en plein essor. J'ai inventé une vie, une façade, pour ne pas les décevoir, pour ne pas briser l'image de la fille brillante qu'ils avaient de moi. Les années qui ont suivi ont été un véritable enfer. J'ai enchaîné les petits boulots, loin du monde de l'art, pour joindre les deux bouts. J'ai vécu dans la peur constante d'être découverte, de voir mon mensonge éclater au grand jour. La honte me rongeait, me privant de ma joie de vivre. J'ai développé des stratégies pour masquer ma fatigue, pour simuler une énergie que je n'avais pas. Je me suis isolée, refusant des invitations, évitant les situations qui me demandaient trop d'énergie, trop d'efforts. Mes amis ont commencé à s'éloigner, ne comprenant pas mes absences, mes sautes d'humeur, mon manque d'enthousiasme. Ma carrière artistique a stagné, car la création demande une énergie, une clarté d'esprit que je n'avais que par intermittence. Et pendant ce temps, Lucas continuait de briller. Ses succès étaient autant de rappels de mes propres échecs, de mes propres limites. Chaque fois qu'il parlait de ses journées intenses au bureau, de ses voyages d'affaires, de ses projets ambitieux, je me sentais rapetissée, me sentais coupable de ne pas être comme lui, de ne pas pouvoir suivre son rythme effréné. Je l'admirais, bien sûr, mais cette admiration était teintée d'une amertume secrète, d'une jalousie sourde. Il avait la vie que j'aurais pu avoir, la vie que j'avais rêvée, avant que l'anxiété ne vienne tout bouleverser. La phrase de Lucas, je vais le dire à tout le monde,
n'était pas seulement une pique, une humiliation. C'était la confirmation de tout ce que je craignais. Il voyait mes difficultés, mes échecs, ma fatigue, et il les interprétait comme une preuve de ma faiblesse, de mon manque de volonté, de mon incapacité à réussir. Il ne voyait pas la bataille que je menais chaque jour, le courage qu'il me fallait pour simplement me lever le matin, pour affronter le monde, pour simuler une vie normale. Il ne voyait pas la douleur constante, le brouillard qui enveloppait mon esprit, la lutte incessante contre mon propre corps. J'avais choisi de porter ce fardeau seul, de souffrir en silence, de me sacrifier pour leur tranquillité d'esprit. Mais ce sacrifice avait un prix. Le prix de l'incompréhension, de la solitude, du jugement. Le prix de cette phrase lancée avec une légèreté cruelle qui avait brisé le peu de confiance en moi qu'il me restait. Je me suis sentie piégée dans mon propre secret, prisonnière de ma propre décision. J'avais voulu les protéger, mais en faisant cela, je m'étais isolée. Je m'étais condamnée à vivre dans l'ombre, à être constamment comparée et trouvée insuffisante. Le soleil commençait à poindre à l'horizon, peignant le ciel de nuances roses et oranges. Un nouveau jour se levait, mais pour moi, il apportait la même fatigue, la même douleur, le même fardeau. Mais quelque chose avait changé en moi. La phrase de Lucas, aussi douloureuse soit-elle, avait agi comme un catalyseur. Elle m'avait poussée au bord du précipice, mais elle m'avait aussi donné la force de réagir. Je ne pouvais plus continuer ainsi. Je ne pouvais plus vivre dans l'ombre, dans le silence, dans la peur du jugement. Il était temps de briser ce mur, de révéler la vérité, même si cela signifiait affronter leur pitié, leur inquiétude, leur incompréhension. Je ne savais pas comment ils réagiraient. Je ne savais pas si ma mère pleurerait, si mon père serait en colère, si Lucas me regarderait avec un mélange de choc et de culpabilité. Mais je savais que je ne pouvais plus porter ce secret seul. Il me rongeait de l'intérieur, me privait de ma joie de vivre, m'empêchait d'être moi-même. La vérité, aussi effrayante soit-elle, était la seule voie possible. La seule voie vers la liberté, vers la guérison, vers une vie authentique. Je me suis levée, mes muscles protestant à chaque mouvement, mais une détermination nouvelle m'animait. Je devais parler. Je devais leur dire. Pour moi. Pour eux. Pour que cette phrase, je vais le dire à tout le monde, elle ne soit plus une condamnation, mais une opportunité de comprendre, de pardonner, de se reconnecter. Le chemin serait long, semé d'embûches, mais je n'étais plus seule. Je ne pouvais plus l'être. Mais il y avait une autre raison, plus profonde, plus insidieuse, qui m'avait donné la force de réagir. Une raison que Lucas avait complètement oubliée. Un secret que je connaissais sur lui. Un secret qui, s'il était révélé, ferait voler en éclats son image de fils parfait, de frère irréprochable, de professionnel intègre. C'était il y a environ 10 ans. J'étais encore étudiante et Lucas venait de lancer sa première entreprise. Il était plein d'enthousiasme, mais aussi de dettes. Un soir, alors que j'étais chez mes parents, j'avais surpris une conversation téléphonique entre Lucas et notre vieille tante Hélène, une femme âgée et un peu naïve, qui vivait seule et avait une petite fortune. Lucas lui demandait de l'argent, une somme considérable, pour investir dans un projet sûr qui lui rapporterait des millions. Il lui promettait de la rembourser avec des intérêts mirobolants, de la mettre à l'abri du besoin pour le reste de ses jours. J'avais entendu tante Hélène hésiter, puis céder, émue par les promesses de son neveu adoré. J'avais été choquée. Je savais que Lucas était ambitieux, mais je ne l'avais jamais cru capable d'une telle manipulation. J'avais essayé de lui en parler, de le confronter, mais il avait balayé mes inquiétudes d'un revers de main, me traitant de naïve, de jalouse. « Tu ne comprends rien aux affaires, Anaïs. C'est comme ça que ça marche. » J'avais gardé le silence, espérant qu'il rembourserait tante Hélène, qu'il ne la ruinerait pas. Mais les années avaient repassé. Lucas avait fait fortune, mais tante Hélène n'avait jamais revu son argent. Elle était morte quelques années plus tard, sans un sou, ayant dû vendre sa maison pour payer ses dettes. Lucas n'en avait jamais parlé. Il avait effacé cet épisode de sa mémoire, ou du moins, il avait fait semblant. Et c'est ça qu'il avait oublié. Il avait oublié que j'étais là ce soir-là. Il avait oublié que j'avais tout entendu. Il avait oublié que je savais qu'il avait volé notre tante, qu'il avait bâti sa fortune sur la misère d'une vieille femme. Il avait oublié que son image de réussite était entachée par une trahison ignoble. Alors, quand il m'a menacée, de révéler mon secret, mon échec, mon mensonge, une rage froide a monté en moi. Comment osait-il? Comment osait-il me juger, me rabaisser, alors qu'il portait un fardeau bien plus lourd, bien plus sombre? Son arrogance, son hypocrisie,
m'ont donné la force de ne pas céder, de ne pas me laisser abattre. Il allait le dire à tout le monde? Très bien. Mais il allait aussi devoir faire face à son propre passé. Le lendemain matin, le poids de ma décision pesait sur mes épaules. Mais c'était un poids différent, celui de l'anticipation, non plus de l'écrasement. J'avais passé la nuit à répéter les mots, à imaginer leur réaction, à me préparer au pire. Mais au fond de moi, une lueur d'espoir persistait, l'espoir d'être enfin comprise, d'être acceptée telle que j'étais, avec mes faiblesses et mes forces invisibles. J'ai attendu le moment propice, le dîner, le même cadre qui avait été le théâtre de ma douleur la veille. Il fallait que ce soit là, pour boucler la boucle, pour transformer ce lieu de souffrance en un lieu de vérité. Mes parents et Lucas étaient déjà à table quand je suis arrivée, l'air un peu tendu, comme si l'écho de la veille planait encore dans l'air. J'ai pris ma place, mon cœur battant la chamade, mais ma voix était étonnamment calme quand j'ai commencé à parler. Je dois vous dire quelque chose d'important. Le silence est tombé, lourd, attentif. Leurs regards se sont posés sur moi, curieux, inquiets. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à raconter. Tout. Le début de mon anxiété, les crises de panique, la pression insoutenable, ma décision d'abandonner mes études en secret. J'ai parlé de la honte que je ressentais, de la peur de leur déception, de ma décision de garder le secret pour les protéger et de la solitude que cela avait engendrée. J'ai parlé de la comparaison constante avec Lucas et de la douleur que cela me causait, surtout quand il ne savait pas la bataille que je menais chaque jour. Ma voix a tremblé à plusieurs reprises. Les larmes ont menacé de couler, mais je me suis accrochée, déterminée à aller jusqu'au bout. J'ai vu les visages de mes parents se transformer, passant de l'inquiétude à la tristesse, puis à une profonde compassion. Ma mère a posé sa main sur la mienne, ses yeux remplis de larmes. Mon père, d'habitude si réservé, avait les yeux rougis, un signe de son émotion. Et Lucas. Son visage était un mélange complexe de choc, d'incrédulité, puis de culpabilité. Il m'écoutait, le souffle coupé, ses yeux fixés sur moi, comme si elle me voyait pour la première fois. Quand j'ai eu fini de parler, un silence pesant a rempli la pièce. Un silence différent de celui de la veille. Un silence de compréhension, de révélation. « Anaïs » a murmuré ma mère, sa voix brisée par l'émotion. « Pourquoi tu ne nous as rien dit? Pourquoi tu as porté ça toute seule? » « J'avais peur, maman, » ai-je répondu, ma voix un peu plus ferme maintenant. « Peur de votre inquiétude, peur de votre pitié, peur d'être un fardeau. » Lucas, qui était resté silencieux, a finalement pris la parole, sa voix à peine un murmure. « Je suis tellement désolée, Anaïs. Je ne savais pas. Je n'avais aucune idée. J'ai été tellement stupide, tellement égoïste. » Ses yeux étaient remplis de larmes, des larmes sincères, des larmes de regret. Je t'ai toujours vue comme ma petite sœur un peu perdue, un peu rêveuse qui ne trouvait pas sa voie. Je n'ai jamais imaginé que tu traversais ça. Il s'est levé, a fait le tour de la table et m'a serré dans ses bras, fort, très fort. C'était la première fois depuis des années que nous nous étreignions ainsi, sans retenue, sans comparaison, juste deux frères et sœurs, unis par la douleur et le pardon. J'ai senti ses larmes mouiller mon épaule, et les miennes ont coulé librement, des larmes de soulagement, de libération. « Ce n'est pas grave, Lucas, » ai-je murmuré, ma voix étouffée par l'émotion. Tu ne pouvais pas savoir. Mes parents nous ont rejointes, nous serrant tous les trois dans une étreinte collective, un moment de pure tendresse, de réconciliation. C'était comme si un poids immense venait d'être soulevé de mes épaules, un fardeau que j'avais porté seul pendant trop longtemps. La vérité, aussi difficile soit-elle à prononcer, avait libéré tout le monde. Et puis, j'ai regardé Lucas, ses yeux encore rougis par les larmes. « Et toi, Lucas ?» ai-je dit doucement, ma voix reprenant une fermeté inattendue. « Tu as dit que tu allais tout dire à tout le monde, mais tu as oublié un secret que je connais, un secret que tu as bien caché. » Son corps s'est raidi. Son regard a changé, passant de la tendresse à la confusion, puis à une panique grandissante. Il a compris. Il a compris que je parlais de tante Hélène. Il a compris que je savais. Tante Hélène, Lucas. Ai-je continué? Ma voix calme, mais implacable. Tu as oublié que j'étais là ce soir-là, quand tu lui as demandé cet argent pour tes investissements sûrs.
Tu as oublié que j'ai tout entendu. Tu as oublié qu'elle est morte sans un sou, parce que tu ne l'as jamais remboursée. » Le silence est tombé, plus lourd que jamais. Mes parents ont regardé Lucas, leur visage affichant une stupéfaction, une incompréhension totale. Lucas était livide, ses yeux écarquillés, sa bouche entr'ouverte. Il ne pouvait rien nier. La vérité était là, nue, implacable. Je... a-t-il balbutié, incapable de former une phrase. Tu as bâti ta fortune sur la misère d'une vieille femme, Lucas, ai-je dit, sans colère, juste avec une profonde tristesse. Et tu as eu l'audace de me juger, de me menacer, alors que tu portais un fardeau bien plus lourd, bien plus sombre. Mes parents étaient sous le choc. Mon père s'est levé, son visage sombre. Lucas, est-ce vrai? Lucas a baissé la tête, incapable de soutenir son regard. Il a hoché la tête, un aveu silencieux. La soirée s'est terminée dans une atmosphère lourde, mais différente. La vérité avait éclaté, dans toute sa brutalité. Mais elle avait aussi ouvert la voie à une véritable réconciliation, à une honnêteté que nous n'avions jamais connue. Les jours et les semaines qui ont suivi ont été un processus de guérison, non seulement pour moi, mais pour toute la famille. Mes parents ont appris à comprendre ma maladie, à respecter mes limites, à m'offrir un soutien inconditionnel. Ils ont cherché des informations, des groupes de soutien, des moyens de m'aider. Ils ont compris que ma fatigue n'était pas de la paresse, que mes oublis n'étaient pas de la négligence, que mes difficultés n'étaient pas un manque de volonté. Lucas a dû faire face à ses propres démons. Il a présenté ses excuses à mes parents, à la mémoire de tante Hélène. Il a commencé un travail sur lui-même, cherchant à comprendre pourquoi il avait agi ainsi, pourquoi il avait effacé cet épisode de sa mémoire. Notre relation a été mise à rude épreuve, mais elle a survécu. Il a compris que la vraie réussite n'est pas dans l'argent, mais dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans l'amour. Clara et moi avons commencé à construire une nouvelle relation basée sur l'honnêteté, l'empathie et le respect mutuel. Elle a cessé de me comparer, de me juger. Au lieu de cela, elle m'a offert son écoute, son aide, sa compréhension. Elle est devenue ma plus grande supportrice, ma meilleure amie, ma confidente. La jalousie et l'amertume ont fait place à un amour profond et sincère, un lien indéfectible. Cette épreuve m'a appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force, que le secret, même bien intentionné, peut devenir une prison, et que la vérité, même douloureuse, est le seul chemin vers la liberté, vers la connexion humaine, vers une vie authentique. J'ai appris à m'accepter telle que je suis, avec mes limites et mes défis. J'ai appris à demander de l'aide, à ne plus avoir honte de ma maladie, à ne plus me sentir coupable de ne pas être normale. La phrase de Lucas « Je vais le dire à tout le monde » résonne encore parfois dans ma tête. Mais elle n'a plus le même pouvoir. Elle est devenue un rappel de la distance que nous avions parcourue, de la guérison que nous avions trouvée, de l'amour qui nous avait réunis. Elle est devenue le point de départ d'une nouvelle ère pour notre famille, une ère de transparence, de soutien, de compréhension mutuelle. Je suis Anaïs, et j'ai appris que la plus grande bataille n'est pas contre le monde extérieur, mais contre les démons intérieurs, les peurs, les secrets que nous portons, et que parfois, la personne qui vous blesse le plus est celle qui a le plus besoin de comprendre et de pardonner. Cette expérience m'a transformée, m'a rendue plus forte, plus empathique, plus humaine, et je suis reconnaissante pour chaque étape de ce chemin, même les plus douloureuses, car elles m'ont menée à la liberté, à l'amour, à la paix.